sommes mardi 10 décembre 2019. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal. Et tout de suite, les principaux titres. Le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme, journée qui aujourd'hui coïncide avec les 71 ans de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Où en est le Burundi quant au respect des droits de l'homme? Vous allez suivre en début de ce journal l'analyse de Maître Gustave Niyonzima, un des défenseurs des droits humains au Burundi. La corruption reste une réalité au Burundi. Le monde célébrait hier 9 décembre la journée internationale dédiée à la lutte contre la corruption. Vous suivrez le point de vue de Gabriel Uffieli, président de l'OLUCOM, dans ce journal. Les assassins du président Melchior Ndadaye sont connus et ont été même condamnés devant la justice. Le procès des présumés auteurs de l'assassinat de Melchior Ndadaye est instrumentalisé par Pierre Nkurunziza à des fins politiques. Propos de l'ancien président Pierre Buyoya. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Page Droits de l'homme pour démarrer. Le 10 décembre, chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale des droits de l'homme, journée qui coïncidait il y a 71 ans avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Burundi, nous célébrons cet anniversaire alors qu'il y a encore des violations des droits de l'homme. Parmi les défenseurs des droits de l'homme, certains sont emprisonnés et d'autres tués pour cette cause. Ce sont les propos de Maître Gustave Niyonzima, où il dit que même si c'est le cas, nous devrons continuer à lutter contre les violations des droits de l'homme. Suivez Maître Gustave Niyonzima. De prime abord, c'est vrai, nous sommes à la 71e commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce jour sublime où il y a le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme coïncide avec la dégradation des droits de l'homme au Burundi, où les cas de disparition forcée, les cas des assassinats ciblés, les cas de torture atroces sont légion à l'égard des opposants, et tout ce qui essaie de défendre la valeur humaine, la dignité et les droits des opprimés. Ici, je me réfère à la torture atroce, à la torture morale que subissent certains défenseurs des droits humains qui croupissent dans diverses prisons de la République du Burundi. Ici, il y a Germain Rukuki, qui est un défenseur des droits humains, qui a été condamné injustement et arbitrairement, sans qu'aucune preuve ait été exhibée conformément à la loi. Et d'autres même membres de la société civile qui ont été incarcérés injustement, que ce soit de l'association Parsem ou d'autres. Alors, c'est à ce jour sublime où il y a cet anniversaire de 71 ans de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On rend hommage à tous ces défenseurs des droits humains. Et je termine en disant qu'il ne faut jamais jeter l'hommage après la cognée. Et comme on dit, la lutte continue. Et on va encore une fois redoubler de vigilance pour œuvrer dans la défense des droits humains afin de protéger les opprimés et de défendre les dignités. En page économie, la corruption reste une réalité qui crève les yeux au Burundi. Même si le pays a ratifié beaucoup de textes internationaux en matière de lutte contre la corruption. Point de vue de Gabriel Uffieli, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM. C'est au moment où le 9 décembre de chaque année, le monde entier célébrait la journée internationale de lutte contre la corruption. Gabriel Uffieli interpelle les dirigeants qui seront issus des élections de 2020 de faire de la corruption un champ de bataille. Suivez. Premièrement, c'est d'abord d'avoir des textes clairs et des institutions qui en sont ici en matière de lutte contre la corruption, ce qui n'a pas été le cas pour le Burundi. La deuxième chose, parmi ces textes, c'est de mettre en clair la déclaration de biens des dirigeants et serviteurs dit base au sol. Là aussi, aujourd'hui au Burundi, il n'y a pas de déclaration de biens à l'entrée et à la sortie des dirigeants.
Troisièmement, c'était de montrer comment la lutte contre le branchement d'argent SAR allait être effective. Ça n'a pas été le cas là aussi, parce que chez nous, on peut branchir l'argent comme on veut, il n'y a pas de poursuite. Il faut que les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui a mis par ailleurs un mécanisme international d'évaluation et d'examen des États, le Burundi a été déjà examiné dans le cycle de 2010 à 2015. Il vient d'être examiné pour la seconde fois. Donc, nous pensons qu'il faut des mesures à travers des résolutions qui pourraient être adoptées dans la 8e session qui va se tenir du 16 au 20 décembre 2019 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes. La deuxième chose qu'il faut faire, nous pensons que si réellement les politiciens voient que la corruption est devenue comme un cancer pour le pays, il faut que dans les programmes, dans les stratégies de combat, nous montrent comment il faut juguler ce fléau de corruption dans les programmes qui vont présenter lors des élections de mai 2020. Et ce lundi a eu lieu la cérémonie d'obsèques de l'ombudsman Mohamed Rukara. Cette cérémonie a été rehaussée par un bon nombre d'autorités burundaises, entre autres le président de la République, Pierre Nkurunziza. Sadiki Kajandi, représentant légal de la communauté islamique du Burundi, Komibu, lance un appel à la jeunesse leur demandant de bien suivre le bon exemple de Mohamed Rukara. Suivez. On le connaît très bien, le regretté Mohamed Rukara faisait des bonnes actions. Il a construit des écoles, il a organisé les matchs amicaux, il le faisait dans l'esprit de l'unité et de la fraternité. Et vous aussi, la jeunesse, il faut imiter ce bravoure comme le faisait Mohamed Rukara. Il faut faire des bonnes actions comme lui. Vous avez vu que le gouvernement, la population, les musulmans et les non-musulmans sont venus ici à ces obsèques pour un dernier hommage. La jeunesse devrait suivre l'exemple de feu Mohamed Rukara car elle vient de voir combien il a été honoré. Et en page justice, le président Pierre Nkurunziza est en train d'instrumentaliser la justice pour des fins purement politiques dans le procès des présumés assassins du feu président Melchior Ndadaye. Cela a été dit par l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya. Selon lui, les assassins du président Ndadaye sont connus et ont été même condamnés. La réouverture de ce procès est une opération de séduction de l'ethnie du président Ndadaye pour des fins électorales. Pierre Buyoya était invité dans une émission à la télévision Africa 24 le samedi dernier. Suivez. C'est un événement qui est arrivé depuis 26 ans. C'est un procès qui a eu lieu, l'assassinat du président Ndadaye. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. Les gens qui ont tué le président Ndadaye sont connus. Ils ont été condamnés. Certains même ont fini de purger leur peine. Mais toutes ces années après, quelqu'un a eu l'idée de dire oui, mais les gens qui ont été condamnés, c'était les petits. Les commanditaires, quelque part, n'ont pas été touchés. Les vrais donneurs d'ordre. Les vrais donneurs d'ordre. Oui. Et nous serions poursuivis pour cela. Mais ça vient 26 ans après. C'est fait par un régime qui est là depuis bientôt 15 ans. Il ne faut pas oublier aussi, ça se fait à un an des élections. Parce que 15 ans après, je crois que le système en place a commencé à avoir quelques faiblesses. Et aujourd'hui, pour nous, la signification de cette affaire, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est venu là-bas pour lutter contre l'impunité. Vous pensez que c'est une instrumentalisation de la justice? Pour promouvoir la justice, c'est l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. C'est une opération de séduction de l'ethnie du président Ndadaye, qui est la même ethnie de le président Nkurunziza. C'est pour dire, moi, Nkurunziza, aujourd'hui, je suis suffisamment fort
que pour venger votre président. Mais ça, c'est votre lecture, oui. M'en prendre à ceux-là qui hier étaient forts. Et cela montre qu'aujourd'hui, ma force n'a pas d'égard. Mais aujourd'hui, ça saute aux yeux de tout le monde que cette affaire, c'est une opération politique, c'est une opération de vengeance politique. Il faut aussi ajouter, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, de vengeance ethnique. Parce que si vous voyez les gens qui sont poursuivis dans cette affaire, et pour la presque totalité, c'est les gens qui appartiennent à une même ethnie. Malgré ces mandats d'arrêt, les personnalités concernées continuent de voyager à travers le monde car personne n'ignore la nature du régime au pouvoir à Bujumbura. Encore une fois, Pierre Bouyoya. Le mandat d'arrêt, il est là. Heureusement que le monde connaît la nature du régime qu'il y a à Bujumbura. Et je pense que c'est ça qui fait que tous ceux qui sont sous mandat, et je vous ai dit, nous sommes plusieurs, plus de 50. Bon, nous continuons à circuler librement. Parce que le monde sait ce qui se passe. Pourquoi ces mandats sont adressés à nous. Son mandat d'une année vient de prendre fin. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Pascal Nyabenda, était le président des parlements de la communauté est-africaine et a été désigné le président des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Il a pris l'avion pour se diriger en Ouganda ce lundi pour participer au 13e sommet des parlements des pays membres de la communauté est-africaine. C'est aussi l'occasion de procéder à une remise et reprise. Suivez. nyakubahwa cyane umukuru w'inamashinga mateka aheruka kwizegwa kugira ngo arongore. L'honorable président de l'Assemblée nationale vient d'être désigné le président du Parlement de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et il était aussi président des parlements des pays membres de l'Afrique de l'Est. C'était au mois de septembre en 2018 à Djouba, au Sud-Soudan. Donc, il prend le voyage à destination de Kampala, en Ouganda. Et il va profiter de l'occasion pour faire la remise et reprise pour une période d'1 année. L'autre objectif de ce sommet est de créer un cadre légal reconnu par la loi, en vigueur dans les pays de l'Afrique de l'Est. N'amategeko agenga ibi bihugu bihurikiye bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Page environnement, de fortes pluies se sont abattues dans certaines provinces du Burundi et ont endommagé pas mal de choses. Plus de 40 personnes ont trouvé la mort, d'autres personnes n'ont encore retrouvé, notamment sur les collines Nyemundu, Gikomere, Lokombe en commune Mugina de la province Chibitoke. La cause de tout cela, c'est la non-résistance du sous-sol de l'angle de frottement interne des argiles sous l'effet de l'eau, le non-changement des méthodes culturales, ainsi que la construction des maisons les unes sur les autres. C'est ce qu'indique Mamer Sabushimike, un ami de la nature. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures de prévention pour éviter des dégâts encore une fois causés par les pluies torrentielles. Suivez-le. Les causes principales de ces glissements de terrain au Burundi, c'est notamment une diminution de résistance du sous-sol, de l'angle de frottement interne des argiles sous l'effet de l'eau. C'est la cause principale de ces glissements de terrain au Burundi. Longtemps, l'eau de pluie s'infiltre à cause de la déforestation des savanes, à cause de la déforestation des forêts, à la suite des travaux agricoles de la population longtemps pratiqués dans cet endroit. On ne change pas les méthodes culturelles, donc chaque année on cultive, il n'y a pas de période de jachère. Alors la période de pluie s'infiltre une longue durée et cause énormément ces glissements de terrain. La deuxième cause, c'est une augmentation des charges en amont, comme la construction des ouvrages. Une fois si les maisons sont construites les uns sur les autres, les uns après sans une distance nette, sans une séparation nette, là alors ça peut causer les glissements de terrain. La diminution des appuis en pied de pente, là aussi c'est une cause de glissement de terrain. Sans oublier aussi l'augmentation de la chaleur. Quand le sol
se trouve l'endroit où il y a une chaleur assez élevée. Il y a donc la pente desséchée peut provoquer un glissement de terrain. Donc, l'endroit où il y a des pentes et qu'il y a une chaleur élevée, ça peut provoquer un glissement de terrain. Voilà donc 4 causes principales de glissement de terrain, particulièrement diminution de résistance du sous-sol sous l'angle de frottement interne des argiles sous l'effet de l'eau. Et nous interpellons le gouvernement du Burundi de prendre des mesures de prévention parce que les glissements de terrain sont une réalité au pays, notamment dans les provinces de Bururi, dans les provinces de Makamba, dans la province de Bujumbura, particulièrement Momirwa, où nous avons déjà les glissements de terrain de Gatunguru et de Nyaruhongoka qui ont emporté aussi la vie humaine, ce qui est très regrettable, alors que le gouvernement devrait prendre des mesures de prévention. Et pour clore notre journal en République démocratique du Congo, plus de 250 Rwandais, des affiliés du Conseil national pour la renaissance et la démocratie, CNRD, FDLR, et leurs dépendants se sont rendus aux forces armées de la RDC le week-end dernier, à l'est de la RDC. Cette reddition a été le résultat des opérations musclées que ces forces armées mènent depuis quelque temps dans la ligne droite du gouvernement de traquer tous les mouvements rebelles opérant sur le territoire de la RDC. Certains des responsables de ces mouvements y ont déjà laissé la vie. Plus de détails avec Révérien Badzikamwe. Les forces armées de la République démocratique du Congo disent avoir mené une offensive contre les rebelles du CNRD FDLR installés dans la localité de Kalehe, au nord Kivu, à la République démocratique du Congo. Cette offensive a occasionné la capturation de plus de 183 combattants CNRD FDLR et 684 de l'aide dépendants. Le capitaine Dieudonné Kasseleka, au nom des FARDC, a fait savoir que plusieurs éléments du CNRD FDLR ont été obligés de déposer les armes et se sont rendus au FARDC. Les opérations de poursuite contre le reste de ces rebelles continuent aux alentours du parc national de Kahuzi-Biega, selon toujours le capitaine Kasseleka, et espère démanteler tous les mouvements rebelles qui pullulent dans cette localité. De plus, depuis ce week-end dernier, le capitaine rassure que d'autres éléments continuent à se rendre au FARDC et le processus d'enregistrement continue dans le camp militaire de Nyamunyunyi, dans le territoire de Kabare. Parmi les personnes déjà enregistrées, il y a certains cadres et responsables de ce groupe rebelle. Plusieurs armes et munitions ont déjà été saisies depuis le déclenchement de cette opération par la facilitation de ses responsables. Plus de 130 groupes armés, nationaux et étrangers occupent l'est du Congo depuis plusieurs décennies. Selon les défenseurs des droits de l'homme, ces mouvements sont à la base de violations des droits de l'homme dans cette partie du Congo, viols aux femmes et aux filles, assassinats et des vols des biens de la population à l'est du Congo. Depuis le lancement des opérations, au moins une dizaine de responsables des mouvements rebelles ont péri. Entre autres, le général Mudachumura Silvestre, qui était recherché par la Cour pénale internationale, il était accusé de crimes contre l'humanité. Merci à Révérien Badzikamwe, c'est sur son reportage que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.